Elle dit juste qu'il y a eu un instant où deux versions d'elle semblaient exister en même temps. J'avais 12 ou 13 ans et je lisais tranquillement dans mon lit. À un moment, j'ai levé la tête machinalement vers le mur extérieur de ma chambre. C'est là que j'ai vu quelque chose entrer dans mon champ de vision. Une tête d'homme, suivie d'un bout de cou, penchée dans ma chambre depuis la hauteur du plafond, comme si quelqu'un m'observait depuis un espace impossible. L'apparence n'avait rien d'humain au premier regard. La peau ressemblait à du mauvais rendu numérique des années 90, une texture trop lisse, trop uniforme, presque plastique, avec une couleur orange qui n'existe pas chez les gens. Les yeux n'étaient pas vraiment des yeux. Ils ressemblaient plutôt à des trous dans un masque, et derrière ces ouvertures, on percevait une sorte de lumière rouge très profonde, comme si quelque chose brillait quelque part derrière la surface. Le mouvement était encore plus étrange que l'apparence. La tête tournait à un rythme parfaitement régulier, de gauche à droite, puis revenait au centre avec la même lenteur mécanique. Aucun tremblement, aucun clignement, juste un balayage précis, comme si cette chose analysait la pièce. Après un moment, elle s'est retirée en arrière et a disparu à travers le mur comme si la matière n'existait pas. Je suis resté paralysé, incapable de bouger. J'avais l'impression que le silence de la chambre était devenu plus lourd que l'air. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Peut-être 2 heures, tout au plus, avant d'entendre du mouvement dans la cuisine. Le téléphone sonnait encore et encore, ce qui n'arrivait jamais à 7 heures du matin. Je suis sorti de ma chambre et j'ai demandé à mes parents ce qui se passait. Ils étaient nerveux, en train de discuter, et le téléphone continuait de sonner. Ils m'ont expliqué que mon oncle, qui était venu chasser sur notre terrain la veille, n'était jamais rentré. Quelques heures plus tard, on a appris qu'il avait été retrouvé au fond de la propriété. Je n'avais pas les détails précis, mais il était évident que quelque chose lui était arrivé pendant la nuit où je l'avais vu pour la dernière fois quelques jours plus tôt. Quand j'avais environ 10 ans, nous vivions très loin à la campagne, le long d'une route d'État très fréquentée. Les gens perdus ou avec des problèmes de voiture s'arrêtaient souvent. Mon père travaillait en horaire décalé, donc si c'était la nuit, ma mère n'ouvrait jamais la porte. Une nuit, un homme qui marchait avec un gros sac sur le dos a frappé. Pour une raison que j'ignore, ma mère ne s'est pas sentie menacée et a ouvert. Il a demandé un peu d'eau en montrant un vieux bidon de lait. Elle a accepté et l'a fait entrer. Elle lui a préparé une tasse de café, rempli son bidon, donné un sandwich au jambon et lui a même préparé quelque chose à emporter. Pendant tout le temps où il était assis à notre table, il serrait son sac contre lui. Il ne l'a pas posé une seule seconde. C'était bizarre. Pourtant il était très gentil et me posait des questions innocentes, du genre quelle était ma matière préférée à l'école. Quand il eut fini de manger, ma mère lui a demandé où il allait. Il est resté vague. Elle lui a proposé de le conduire jusqu'à la ville suivante, à environ 11 km. Il a accepté avec reconnaissance. Le trajet en voiture était plutôt silencieux et il continuait de serrer ce sac comme si sa vie en dépendait. Il ne voulait pas le mettre derrière. On l'a déposé, il nous a remerciés et m'a dit de travailler dur à l'école parce que c'était important, puis il s'est éloigné. 4 mois plus tard, on regardait les infos et sa photo d'identité judiciaire est apparue. Il avait tué quelqu'un dans un autre état avant de traverser l'Ohio où nous vivions, puis avait été arrêté 2 états plus loin si je me souviens bien. Il campait dans les bois quand la police l'a retrouvé. Je ne me souviens plus de toute l'histoire parce que ça remonte à presque 40 ans, mais il prétendait que c'était de la légitime défense. Il avait été parfaitement gentleman avec ma mère et moi, mais ma mère n'avait vraiment aucun instinct pour juger les gens. Il aurait pu nous arriver n'importe quoi cette nuit-là. Et qui laisse entrer un inconnu chez soi la nuit alors qu'on a une fille de 10 ans. Ma porte de salle de bain est juste en face de la porte de ma chambre. Donc si j'ouvre la porte de la salle de bain, je vois ma chambre. Normalement, mes 2 chats dorment dans ma chambre. Je garde une barrière pour enfants dans l'encadrement de la porte pour empêcher mon chien d'aller fouiller dans la litière.
Une nuit, je devais aller aux toilettes. J'ai fermé la porte de ma chambre derrière moi pour garder mes chats à l'intérieur pour la nuit. Si je la laissais ouverte, ils se précipiteraient tous les deux pour voler la nourriture du chat de ma sœur. J'ai fini dans la salle de bain, je me suis lavé les mains et j'ai ouvert la porte. Au moment où je l'ai ouverte, mes 2 chats ont sauté de la barrière et ont couru vers la chambre de ma sœur. Ils ont sauté en parfaite synchronisation et ont atterri côte à côte. Sur le moment, j'ai pensé que ma porte devait être restée entr'ouverte et qu'ils l'avaient poussée un peu plus. J'ai regardé ma porte de chambre et elle était fermée. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un avait pu les laisser sortir, mais il était 1h du matin et tout le monde dormait. J'étais tellement confus et je jure que mes 2 chats ont traversé ma porte fermée. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé et ça me met encore mal à l'aise. Je n'oublierai jamais ça et rien que l'écrire maintenant me donne des frissons. J'étais chez moi un jour et j'ai commencé à paniquer. Je ne sais pas pourquoi, j'avais simplement cette impression que je devais appeler mon père, que je devais absolument le joindre sinon quelque chose d'horrible allait arriver. Je l'ai appelé plusieurs fois et je n'arrivais pas à le joindre sur son portable. Ma copine de l'époque me disait de me calmer, mais je savais que quelque chose clochait. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un appel disant que mon père avait été piqué par une guêpe et avait fait une réaction allergique. Il était sur une moto et l'insecte était passé sous son casque pour le piquer au cou. Il a foncé à environ 200 km/h pour rejoindre la ville la plus proche et appeler une ambulance. Au moment où l'ambulance est arrivée, il pense qu'il ne lui restait que quelques minutes. Son cou avait tellement enflé qu'il pouvait à peine respirer. Mon papa est décédé il y a 3 ans. Après sa mort, il a fallu choisir les vêtements qu'il porterait une dernière fois. C'était un moment étrange, entre la tristesse et cette attention presque solennelle qu'on met dans les détails, comme si chaque choix avait un sens particulier. Mon père voulait qu'il ait quelque chose de neuf et de propre, quelque chose qui montre à quel point il comptait pour lui. Il a acheté une montre toute neuve. Une montre simple, élégante, pas trop voyante, exactement le genre de choses que mon papa aurait aimé. Mon père y a mis des piles neuves, puis il a réglé l'heure pour qu'elle affiche précisément le moment où il était parti. Je me souviens que c'était aux alentours de 3h12. Quand tout a été prêt, on a posé la montre à son poignet. Mon père l'a ajustée avec le même geste qu'il utilisait quand il l'aidait autrefois à s'habiller pour les grandes occasions. Et dès que la montre a touché sa peau, l'aiguille s'est arrêtée. Plus un mouvement. Pas un bruit. Comme si elle avait décidé que ce moment-là devait rester figé pour toujours. On a vérifié les piles, le mécanisme, les réglages. Rien ne semblait cassé. La montre avait tout simplement cessé de fonctionner à la seconde précise où elle avait été mise à son poignet. Je me souviens du silence dans la pièce à ce moment-là. Personne n'a rien dit, mais on avait tous ressenti la même chose. Ce n'était pas une coïncidence ordinaire. C'était comme si le temps avait décidé de s'arrêter exactement là où sa vie s'était arrêtée. Une sorte d'instant suspendu que personne n'a cherché à expliquer. J'avais fait une sieste en début de soirée, ce genre de micro-sommeil qui te laisse un peu désorienté quand tu te réveilles. Je me souvenais très clairement du rêve que je venais de faire, un énorme araignée dans ma chambre, immobile sur un mur, bien trop grande pour être réelle. Avec mon arachnophobie, ça m'avait évidemment mis un petit coup d'adrénaline, mais en ouvrant les yeux j'ai soufflé un bon coup. Ce n'était qu'un rêve. Rien de plus. J'avais la bouche sèche, alors je suis descendu dans la cuisine pour boire un verre d'eau. La maison était silencieuse, toutes les lumières éteintes sauf celle au-dessus de l'évier. Et là, en ouvrant le placard pour prendre un verre, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Juste à côté de ma main, collée contre la porte, il y avait une araignée gigantesque. Pas une petite tache noirâtre qu'on remarque après coup. Non. Une créature énorme, sombre, immobile, exactement comme celle de mon rêve. Je suis resté figé pendant 5 longues minutes. Pas un muscle ne bougeait. Je respirais à peine.
Je ne savais même pas si j'étais réellement réveillé. Tout était trop proche du rêve. La même taille. La même posture. Le même choc. Je me suis pincé. J'ai frotté mes paumes. J'ai même tendu la main à quelques centimètres de la bête, comme pour tester la consistance de la réalité elle-même. Rien ne changeait. Tout semblait irréel, pourtant tout était vrai. Et à un moment, la panique a laissé place à une forme de détermination froide. Je n'avais qu'une pensée, cette chose ne resterait pas dans ma cuisine. J'ai attrapé l'aspirateur sans me soucier du bruit, sans penser un seul instant que ma famille dormait à l'étage. Je n'ai pas hésité. J'ai aspiré ce monstre d'un coup sec, comme si je menais une mission sacrée. J'ai éteint l'aspirateur, j'ai respiré, puis j'ai rempli enfin mon verre d'eau, encore tremblant. C'était stupide, sûrement une coïncidence totale. Mais cette nuit-là, j'ai eu la très désagréable impression que mon rêve s'était glissé dans le monde réel juste pour me tester. Et je jure que, pendant un moment, j'ai eu peur d'être resté coincé quelque part entre les deux. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à me demander si quelque chose n'était pas un peu particulier chez moi. Pas dans le sens dramatique, juste cette impression étrange d'avoir parfois une longueur d'avance sur ce qui allait se produire. Rien de spectaculaire. Parfois un simple déjà-vu tellement précis que je pouvais presque anticiper la seconde suivante. Parfois une intuition qui me traversait sans raison, un petit avertissement dans un coin de ma tête. Et évidemment, il y avait des tas d'autres moments où mon cerveau se trompait complètement. Mais cette idée est restée, discrète, comme un murmure que je n'ai jamais réussi à faire taire. Un jour en particulier me revient souvent. Une scène totalement ordinaire, tellement banale qu'elle n'aurait jamais dû rester dans ma mémoire. J'étais dans la cuisine, debout devant le plan de travail. Le vieux porte-épices était installé au-dessus d'un coin rempli de bricoles, le genre de fouillis que tout le monde accumule sans s'en rendre compte. Sous le plan de travail se trouvait la table, encore plus encombrée. Je regardais l'ensemble d'un œil vague. Et dans ma tête, j'ai imaginé un objet tomber du haut du porte-épices. Je le visualisais rebondir sur un autre, faire basculer quelque chose d'autre, puis créer une sorte de mini-avalanche de cuisine. C'était juste une pensée comme ça, une image mentale complètement naturelle, presque distraite. Quand l'image a pris forme dans ma tête, j'ai levé la main et j'ai pointé du doigt le porte-épices, sans réfléchir, juste pour accompagner l'idée qui venait de me traverser. Exactement au moment où mon doigt s'est tendu vers lui, un des pots s'est détaché et a chuté. J'ai entendu le bruit sec du plastique contre le métal, puis le choc contre un objet en dessous qui a glissé à son tour. Ça a provoqué un petit chaos en cascade, pas l'avalanche que j'avais imaginée dans toute son ampleur, mais suffisamment pour donner l'impression qu'un morceau entier de la scène s'était détaché exactement comme dans mon imagination. Je suis resté planté là, incapable de dire un mot. Je regardais le désordre au sol, encore en train de se stabiliser, comme si la cuisine avait voulu exécuter mon idée en version réduite. J'avais ce mélange étrange d'étonnement et d'inconfort, comme si mon cerveau n'arrivait pas à recoller les morceaux de ce qui venait de se passer. Les objets ne tombent pas tout seuls si souvent. Et surtout pas pile à la seconde où on pointe quelque chose en imaginant ce scénario précis. J'étais jeune, mais déjà assez conscient pour comprendre que ce genre de coïncidence n'était pas courant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai mis un moment avant de bouger, et j'ai fini par ranger les objets tombés sans en parler à personne. Quand j'étais en seconde, ma grand-mère a commencé à agir un peu bizarrement. Un jour, par exemple, elle est rentrée tard à la maison. Nous avions une chambre pour elle chez nous et elle vivait avec nous environ la moitié du temps, donc c'était étrange. On a découvert qu'elle s'était perdue, ce qui n'avait aucun sens puisqu'elle vivait avec nous depuis environ 18 ans. Son médecin a pensé qu'elle pouvait développer une démence ou Alzheimer et lui a demandé de passer un scanner cérébral. Le vendredi avant la semaine des examens, j'ai entendu ma mère pleurer en bas. Je suis entré dans son bureau pour voir ce qui se passait et dès l'instant où j'ai franchi la porte, j'ai su avec une certitude totale que ma grand-mère avait un cancer du cerveau et qu'elle allait mourir. Tu sais,
Quand quelque chose te surprend et que tu ressens une sorte de choc dans tout ton corps, c'était exactement ça. Puis j'ai cligné des yeux et je me suis dit que ça n'avait aucun sens, qu'elle se comportait à 99% normalement, qu'il n'y avait absolument aucune preuve. Mais je le savais. Ma mère a raccroché. Elle n'avait rien dit de très clair, juste des « oui, d'accord, je comprends ». Puis elle s'est tournée vers moi. Glioblastome de stade 4. Une tumeur de la taille de mon poing. 3 mois à vivre sans traitement, 1 an si on tentait la chirurgie, la chimio et la radiothérapie. Elle est morte 9 mois plus tard. Elle me manque terriblement. J'avais une dizaine d'années quand cette série de rêves a commencé. Je ne leur avais pas repensé depuis très longtemps, mais en les évoquant maintenant, tout remonte avec une clarté étrange. C'étaient des rêves qui se suivaient, comme s'ils formaient une histoire continue que je ne contrôlais pas. Chaque nuit, ça reprenait là où ça s'était arrêté, comme un feuilleton qui avançait tout seul pendant mon sommeil. Le dernier de ces rêves était le plus marquant. Dans celui-là, je me retrouvais dans une situation de danger que je ne comprenais pas vraiment. Je ne me souviens pas des détails, seulement de cette sensation tendue, comme si tout convergeait vers un point final. Et d'un coup, quelqu'un levait une arme vers ma tête. Je voyais le geste, je voyais la scène se figer, et puis l'impact arrivait. Je n'ai rien ressenti physiquement évidemment, mais dans le rêve, c'était comme si tout s'était éteint en une seconde. À partir de là, plus rien. Je ne me suis pas réveillé en sursaut, je ne me suis pas levé paniqué. C'était juste le silence absolu. Et ce silence a duré des années. Pendant presque 15 ans, je n'ai plus rêvé. Ou en tout cas, je n'ai plus jamais eu de souvenir de rêve. C'était comme si mon cerveau avait appuyé sur un interrupteur et avait décidé de couper l'accès à tout ce qui se passe la nuit. En même temps que cette absence totale de rêve, quelque chose d'autre a disparu. Mon dialogue intérieur. Avant cette époque, j'avais cette petite voix dans ma tête que tout le monde connaît, celle qui commente, qui pense en phrases, qui réfléchit en mots. À partir de cette période, ce fonctionnement s'est évaporé. Plus de phrases dans ma tête. Plus de voix. Mes pensées venaient d'une autre manière, comme des blocs d'idées, des impressions, jamais des mots alignés. Avec le recul, tout ça donnait l'impression très bizarre d'avoir vécu un bug, quelque chose qui s'est cassé dans les coulisses de mon esprit. Pendant une longue période, j'ai remarqué un truc tellement étrange que ça a fini par devenir une sorte de règle personnelle. Je ne cherchais jamais des gens au hasard, mais parfois, pour une raison totalement banale, j'allais taper le nom d'un acteur, d'un écrivain, d'un musicien. Juste par curiosité. Pour savoir ce qu'il devenait ou vérifier un détail. Et à plusieurs reprises, après avoir cherché l'un d'eux, j'apprenais sa mort peu de temps après. Pas systématiquement, mais assez souvent pour que ça devienne troublant. Le genre de coïncidence qui, une fois, passe pour un hasard. 2 fois, fait hausser un sourcil. Mais quand ça commence à s'accumuler, on se retrouve à regarder l'écran avec un malaise qu'on ne sait pas expliquer. Au début, j'essayais de me convaincre que je me faisais des idées. Une mauvaise coïncidence. Une impression amplifiée parce que les morts de célébrités marquent plus que d'autres informations. Mais à force, même mon mari a fini par remarquer que ça arrivait un peu trop souvent. Un soir, après que j'ai appris une nouvelle du même genre pour la 1e fois, il m'a dit avec un sérieux inattendu que ce serait peut-être mieux d'arrêter de chercher des personnalités sur Internet pendant un moment. On en a ri, mais d'une façon un peu nerveuse, parce que ce n'était plus vraiment une blague. J'avais 7 ou 8 ans et à cet âge-là mes pensées tournaient souvent autour des jeux auxquels je rêvais de jouer. Je me souviens que je passais mes journées à imaginer à quel point Pokémon Or et Argent devaient être géniaux. Je voyais les pubs, j'entendais les autres enfants en parler à l'école, et je me disais que ce serait incroyable de pouvoir y jouer moi aussi. Un après-midi, je montais les escaliers pour retourner dans ma chambre, sans penser à rien de particulier. En arrivant en haut, mon regard est tombé sur quelque chose posé sur le piano,
juste à l'endroit où personne ne laisse jamais rien. C'était une cartouche de Game Boy. Et pas n'importe laquelle. Pokémon Argent. Je me suis figé. Je me suis penché pour être sûr que c'était bien ce que je croyais voir. Le label était un peu usé, pas déchiré mais suffisamment marqué pour montrer qu'elle avait déjà vécu. Pourtant, quand je l'ai mise dans ma Game Boy, il n'y avait aucune sauvegarde dessus. Le jeu était complètement vierge, comme s'il m'attendait. Le premier réflexe a été de demander à ma mère. Elle m'a dit très clairement qu'elle ne me l'avait pas acheté. J'ai demandé à mes amis du quartier si l'un d'eux l'avait oublié chez moi. Personne ne savait de quoi je parlais. Aucun ne revendiquait la cartouche. À cet âge-là, on n'a pas vraiment l'instinct d'interroger un mystère. On accepte les choses qui nous tombent dessus sans chercher à comprendre. Pour moi, ce n'était pas une énigme. C'était un cadeau tombé du ciel. Je me suis dit que j'avais de la chance et j'ai immédiatement commencé une partie. J'ai joué pendant des heures, des semaines, des mois. Et depuis, Typhlosion est resté mon Pokémon préféré. Avec les années, j'ai fini par repenser à cette histoire. L'emplacement précis où j'ai trouvé la cartouche est encore très clair dans mon esprit. Sur le dessus du piano, à un endroit qu'on ne voit que quand on monte les escaliers et qu'on regarde vers le bas. Un espace qui n'est pas utilisé, où personne ne dépose jamais rien. Je me dis qu'il existe probablement une explication logique. Peut-être une erreur, peut-être quelqu'un qui l'a posé là en passant et qui a oublié, peut-être une petite coïncidence du genre qu'on ne remarque pas. Mais comme je n'ai jamais cherché à comprendre à l'époque, le mystère est resté intact. À 21 ans, j'avais passé pratiquement toute ma vie à être suicidaire. Je voulais vraiment mourir, je ne voyais aucune raison de continuer à vivre. La veille de mon 21e anniversaire, j'ai fait un rêve. La mère de ma mère, qui avait probablement été la personne la plus présente et la plus soutenante de mon enfance, m'a retrouvé dans une grande maison ancienne. Il y avait une sorte de fête dans une salle de bal, tout le monde dansait, buvait, discutait, etc. Je reconnaissais tellement de ces gens, grâce à de vieilles photos de famille. Certains portaient des vêtements modernes, d'autres des vêtements qui ressemblaient à ceux des pèlerins. Ma grand-mère m'a présenté à certains d'entre eux, ils étaient tous très heureux de me rencontrer. C'était génial, je ne m'étais jamais senti autant à ma place. Vers la fin du rêve, beaucoup d'entre eux se sont regroupés et ma grand-mère m'a dit que je pouvais rentrer chez moi ou rester là avec eux. Je pense vraiment qu'ils me donnaient la possibilité de mourir dans mon sommeil, ce que je croyais avoir toujours voulu. J'ai dit non. Plusieurs m'ont serré dans leurs bras et ma grand-mère m'a raccompagné jusqu'à la porte d'entrée. C'était très émouvant de leur dire au revoir et je ne l'ai plus jamais revu elle ni aucun d'eux dans mes rêves depuis. Et voilà la partie la plus étrange. Au moment où j'allais partir, la porte s'est mise à briller en rouge et une voix profonde, sans corps, a dit que j'avais été visité par le démon de Warding Bridge. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Warding Bridge est apparemment un club de bridge en Angleterre, c'est tout, personne d'autre n'a vécu quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, merci mamie. Et merci au démon au hasard de m'avoir gardé en vie. Si jamais toi ou quelqu'un d'autre a des pensées du même genre, sache que tu mérites de l'aide et du soutien. Je peux t'écouter ou t'orienter vers des ressources si tu en as besoin. J'avais 2 ou 3 ans quand cette scène s'est gravée dans ma mémoire. À cet âge-là, tout paraît plus grand que nature, et la maison où nous vivions était pour moi un monde entier. C'était une maison de plein pied avec un sous-sol, et je me souviens parfaitement de l'escalier qui y descendait. Les marches étaient recouvertes d'une moquette orange, un orange vif qui donnait presque l'impression de descendre dans un autre décor. L'escalier était long, raide, composé d'une vingtaine de marches qui plongeaient d'un seul trait vers le bas. Un jour, dans ma petite tête de gamin, j'ai eu une idée que je trouvais géniale. Je me suis dit que ce serait incroyablement cool de sauter du haut jusqu'en bas, comme si j'étais un super-héros. À 2 ou 3 ans, la notion de danger n'existe pratiquement pas, et je voyais cet escalier comme une sorte de piste de lancement.
Je me suis mis tout en haut. J'ai pris un élan ridicule, mais qui me semblait immense. Et j'ai sauté. Pas un petit saut. Un vrai saut en avant, avec l'intention d'aller jusqu'au bout comme si c'était normal. Je me rappelle très bien la sensation du vide pendant les premières secondes. Puis, environ à mi-chemin, quelque chose m'a attrapé. Je ne parle pas d'une simple impression. Je me souviens d'un contact net sous mes bras, comme si deux mains me saisissaient pour m'empêcher de tomber. Ensuite, j'ai eu la sensation d'être porté. Pas tiré, pas poussé. Porté. Mon corps s'est soulevé un peu, puis je me suis retrouvé posé en douceur tout en bas de l'escalier. Je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas roulé. Je ne me suis même pas retrouvé assis brutalement. C'était comme si quelqu'un m'avait attrapé en plein vol et m'avait déposé. À cet âge-là, je n'ai rien trouvé de bizarre. Je n'ai pas couru voir mes parents pour raconter quoi que ce soit. Pour moi, ça faisait partie des choses étranges auxquelles les enfants s'habituent sans poser de questions. J'ai repris mes jeux comme si de rien n'était. Ce souvenir est resté enfoui pendant des années. Je n'y ai plus pensé, comme si mon cerveau l'avait rangé dans un tiroir inaccessible. Et puis, un jour, bien plus tard, il est revenu d'un coup. Je me suis revu en train de sauter. Je me suis revu porté par quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Et j'ai réalisé à quel point c'était étrange. Depuis que je suis tout petit, il y a un truc que je n'arrive pas à m'expliquer et qui me met toujours mal à l'aise. À chaque fois que je rêve de serpents venimeux, une femme de mon entourage finit par mourir. Pas des inconnus. Pas des célébrités. Toujours quelqu'un de réel, de proche, de présent dans ma vie. La première fois, j'étais gamin. J'ai rêvé d'un serpent à la peau trop brillante, trop vive, qui s'enroulait autour de mon bras. Le rêve était bref, mais il m'avait marqué. Le lendemain ou presque, on m'a annoncé que ma arrière-grand-mère venait de mourir. J'avais à peine l'âge de comprendre ce que ça voulait dire. Depuis, c'est arrivé encore et encore. 6 fois sur 5, ou 7 sur 6 selon comment je les compte, ce qui ne devrait même pas être possible mais résume à peu près le niveau d'angoisse que ce truc provoque. À chaque serpent venimeux que je vois dans un rêve, j'ai fini par perdre une femme importante dans ma vie. Le plus récent date d'il y a quelques jours. Je me suis réveillé avec cette sensation lourde dans la poitrine, déjà en train d'essayer de me convaincre que ce n'était rien, que c'était juste un rêve, que cette fois-ci ce serait différent. Et depuis, j'attends. Je scrute les messages. Je sursaute quand mon téléphone sonne. Je me dis que peut-être, juste peut-être, ce cycle va se briser. Mais honnêtement, je ronge littéralement les meubles à force de stress. Et dans un registre beaucoup moins morbide, il y a un autre truc étrange qui m'est arrivé et qui n'a rien à voir mais qui m'a marqué quand même. Un jour, j'ai rencontré un homme dont le prénom et le nom étaient exactement mes deuxième et premier prénoms, dans cet ordre-là. Pas des prénoms courants. Pas un duo classique. Juste deux noms assez rares alignés comme les miens, mais inversés. On s'est regardés en rigolant, un peu surpris tous les deux, comme si l'univers venait de faire une petite pirouette discrète juste pour nous. J'avais un prof de maths au lycée, qui était aussi coach de baseball, et il avait cette obsession complètement inexplicable pour le nombre 252. Il en parlait tout le temps, sans aucune raison logique. Parfois, en plein milieu d'un cours sur les équations ou les logarithmes, il partait dans une tirade où il répétait ce nombre comme si c'était une sorte de clé universelle. D'autres fois, pendant l'entraînement, il disait que 252 était partout dans la nature, ou que tout finit toujours par ramener à 252 minutes. On ne savait jamais s'il plaisantait, s'il avait lu un truc bizarre ou si c'était simplement sa lubie personnelle. À force de l'entendre en parler, le nombre avait fini par se graver dans ma tête. Au début, ce n'était qu'un détail amusant. Un petit souvenir étrange d'un prof excentrique. Puis, une fois le lycée terminé, j'ai commencé à le remarquer un peu trop souvent pour que ça ressemble à un simple hasard. Ça a commencé par des petites choses.
Une addition banale qui donnait 252 piles dans un devoir. Le compteur de la voiture qui affichait exactement ce nombre alors que je jetais un regard distrait. Un numéro d'appartement dans lequel un ami avait déménagé. La file d'attente dans laquelle je me retrouvais avec un ticket portant ce chiffre. Rien d'impressionnant, juste ces coïncidences qui se produisent assez souvent pour qu'on les remarque. Puis les occurrences sont devenues plus fréquentes. Je regardais l'heure et je tombais sur 2h52. Je tombais sur une anecdote qui mentionnait ce nombre dans un contexte qui n'avait rien à voir. Je voyais le prix d'un article s'arrêter sur 2,52 $. À un moment, c'est même arrivé au cinéma, sur un numéro de siège, alors que la salle était presque vide et que j'avais choisi ma place au hasard. Plus le nombre apparaissait, plus il me rappelait ce prof qui gesticulait devant son tableau en disant que 252 reviendrait toujours, d'une manière ou d'une autre. À l'époque, on en riait. Aujourd'hui, je le vois suffisamment souvent pour que ça me force parfois à lever les yeux au ciel. Ce n'est pas que je crois à une signification cachée. Il n'y a probablement rien d'autre qu'un truc ancré très profondément dans mon cerveau. Une sorte de filtre invisible qui repère ce nombre dès qu'il passe quelque part, alors qu'avant je n'aurais même pas remarqué. Mais le voir encore et encore, après toutes ces années, ça lui donne un côté un peu étrange, comme si ce chiffre continuait de me suivre discrètement, juste parce qu'un professeur trop enthousiaste l'avait répété une centaine de fois sans raison. J'étais chez ma famille il y a quelques semaines, un après-midi complètement banal. Tout le monde était dans la cuisine, en train de discuter autour du plan de travail. L'ambiance était bruyante, familière, confortable. Ce genre de moment où tu ne fais même plus attention aux conversations parce qu'elles se mélangent toutes comme un fond sonore. À un moment, sans raison précise, j'ai baissé les yeux vers le sol. Peut-être un geste machinal, peut-être rien du tout. Et c'est là que tout s'est figé. Je ne pouvais plus bouger. Pas un doigt, pas un muscle. Mon corps était soudain devenu une sorte de statue vivante. Je n'entendais plus rien. Plus un son de voix, plus un bruit de casserole, plus le moindre souffle. Tout était silencieux comme si on avait coupé l'audio du monde. Je ne pouvais pas cligner des yeux. Impossible de fermer les paupières. Impossible de respirer. Comme si mon corps avait cessé de répondre, mais que ma conscience, elle, restait parfaitement éveillée. Je ne ressentais ni douleur ni panique, mais une immobilité totale, pesante, presque irréelle. J'avais l'impression d'être coincé dans une bulle sans air. Je ne savais pas si je suffoquais ou si le temps lui-même s'était arrêté. J'étais juste là, figé au-dessus du carrelage, incapable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Dans ma tête, quelques secondes à peine. Une espèce de parenthèse gelée. D'un coup, tout est redevenu normal. J'ai levé les yeux et la scène n'avait absolument pas changé. Ma famille était dans la même position que quelques instants plus tôt. Les mêmes gestes. Les mêmes phrases. La même conversation en cours. Rien n'avait avancé d'1 millimètre. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit. Personne ne m'avait vu immobile ou silencieux. Pour eux, je n'avais jamais disparu, jamais cessé d'exister pendant ces secondes étranges. Je suis resté là sans rien dire, encore secoué par ce qui venait de se passer. J'avais l'impression d'avoir été coupé du monde puis rebranché sans transition. Je roulais sur une route à 2 voies, limitée à 72 km/h environ, et j'étais un peu au-dessus, sans exagérer. Je savais que j'allais devoir tourner à droite dans quelques centaines de mètres. Logiquement, j'aurais dû rester sur la voie de droite, mais sans aucune raison valable, j'ai mis mon clignotant et je suis passé à gauche. Sur le moment, je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. C'était totalement contraire à l'habitude. Ce n'était pas une manœuvre réfléchie. Pas une anticipation consciente. Juste un geste automatique, sorti de nulle part, comme si mon corps avait eu une information que ma tête n'avait pas. À peine 3 secondes plus tard, tout s'est déroulé à une vitesse impossible à décrire.
Un gamin est apparu en plein milieu de la voie de droite, sur un skateboard, en train de tomber. Pas sur le côté. Pas près du trottoir. En plein dans la trajectoire où ma voiture aurait dû se trouver. Si j'étais resté là où j'avais prévu d'être, je serais arrivé pile sur lui. Je n'aurais eu aucun temps de réaction. Pas de marge pour freiner. Pas de possibilité d'éviter. C'était exactement le genre de situation où un seul geste de trop ou de pas assez change tout. Je me suis retrouvé dans la voie de gauche, à regarder la scène se dérouler comme si elle ne m'était pas destinée. Et j'ai compris d'un coup que ce geste automatique que j'avais trouvé absurde m'avait empêché de percuter un gamin en pleine chute. J'ai continué à rouler quelques mètres dans un état étrange, le cœur encore en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je me suis arrêté plus loin pour respirer, parce que la réalité m'était tombée dessus d'un bloc. Il n'y a aucune explication claire. Je ne me suis pas dit « quelqu'un va débouler ». Je n'ai rien vu à l'avance. Rien entendu. Je n'ai rien repéré qui aurait justifié un réflexe. J'ai juste eu cette impulsion complètement irrationnelle qui m'a poussé à changer de voie au moment exact où il le fallait. Pendant plus de 20 ans, j'ai toujours cru que la chambre de ma sœur était une pièce parfaitement carrée, calquée sur le schéma le plus simple qu'on puisse imaginer. 4 murs droits, 4 angles bien nets à 90 degrés. Rien d'inhabituel. Rien qui attire l'attention. C'était l'image que je m'étais construite, et comme cette image ne bougeait jamais, je ne voyais rien d'autre. Même quand j'étais physiquement dans la pièce, mon cerveau continuait de superposer ce plan parfaitement rectangulaire par-dessus la réalité. Je ne me posais pas de questions. C'était comme ça depuis l'enfance. Je connaissais chaque meuble, la couleur des murs, l'emplacement du lit et du bureau, mais la forme générale de la pièce n'avait jamais été remise en cause. Un jour, alors qu'on parlait de refaire la peinture, ma sœur a mentionné un détail qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Elle disait qu'elle n'aimait pas le coin du mur qui formait un angle à 45 degrés et que ça l'avait toujours agacée. Elle décrivait ce coin comme s'il était évident. J'ai fait mine de comprendre de quoi elle parlait, puis je suis allé voir par moi-même. Je me suis planté dans la chambre, j'ai regardé ce coin, et j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de tirer un voile que j'avais eu sur les yeux pendant des années. L'angle n'était pas droit du tout. Le mur coupait vraiment la pièce en biais. C'était visible, clair, flagrant. Le pire, c'est que je suis resté planté là à fixer le mur en essayant de comprendre comment j'avais pu le manquer pendant aussi longtemps. Je suis passé des centaines de fois à quelques centimètres de cet angle. Je m'étais appuyé contre ce mur. J'avais même posé un sac exactement à cet endroit. Pourtant, dans ma tête, cet angle n'avait jamais existé. Maintenant que je le vois, impossible de l'ignorer. Le coin décalé a l'air tellement étrange que je me demande comment j'ai pu vivre avec cette illusion si longtemps. Il déforme l'espace, change la façon dont la lumière tombe, casse la symétrie de la pièce. C'est comme si je découvrais une pièce totalement nouvelle alors que je la connaissais depuis toujours. J'étais dans la cuisine en train de cuisiner, et pour une raison inconnue j'avais Africa de Toto dans la tête. Pas en train de la fredonner, pas en train de chantonner, juste la mélodie qui tournait en boucle dans mon esprit pendant que je coupais des légumes. Au bout d'un moment, comme j'avais envie d'un peu de musique, j'ai demandé à Alexa de mettre des chansons des années 80. Je n'avais pas formulé de demande précise, juste cette catégorie générale que je mets tout le temps quand je cuisine. Et là, sans aucune transition, la toute première chanson qui démarre est Africa. Exactement celle que j'avais dans la tête. Pas l'un des tubes les plus classiques du début de la playlist. Pas une version live ni un remix. La version exacte que je pensais. J'ai eu un petit moment de flottement. Je me suis figé avec mon couteau en main. Je me suis tourné vers la salle à manger où mon mari était assis. Il m'a regardé d'un air normal, sans rien remarquer. Je lui ai demandé si j'avais chanté la chanson à voix haute sans m'en rendre compte. Il m'a répondu que non, qu'il ne m'avait rien entendu dire avant que je ne demande à Alexa d'allumer la musique. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle.
Peut-être que j'avais murmuré quelque chose sans m'en rendre compte. Peut-être que l'algorithme avait décidé de commencer par un classique. Peut-être que c'était juste une coïncidence parmi toutes celles qui arrivent dans une vie. Mais même en y repensant, le timing reste tellement précis que ça me donne encore une sensation bizarre. Une chanson que je n'avais même pas prononcée, juste pensée, qui se matérialise comme si quelqu'un avait appuyé sur lecture à l'intérieur de ma tête. Je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit me croie, parce qu'honnêtement moi-même j'ai encore du mal. Pourtant, il m'arrive parfois un truc que je n'arrive pas à expliquer. Aucun signe avant-coureur, aucune logique. Juste une vague de frissons qui me traverse d'un coup, comme si quelque chose me secouait de l'intérieur, suivi immédiatement d'une pensée qui s'impose sans que je la cherche. Et à chaque fois, cette pensée finit par se réaliser. Pas forcément de manière spectaculaire, parfois d'une façon détournée, mais toujours assez proche pour me mettre mal à l'aise. Je ne sais toujours pas si c'est une intuition bizarre ou si c'est juste mon cerveau qui connecte des points sans que je m'en rende compte. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vécu ce jour-là reste l'une des expériences qui m'a le plus marqué. J'étais à un Longhorn Steakhouse à Cold Spring, dans le Kentucky. Rien d'inhabituel. Un dîner banal, l'odeur de grillade, les conversations autour, le bruit des fourchettes contre les assiettes. J'étais en train d'attendre mon plat, complètement plongé dans mes pensées, quand ça m'a frappé. Un frisson tellement froid qu'il m'a coupé la respiration. Pas le frisson d'un courant d'air, pas celui d'une mauvaise nouvelle. C'était autre chose. Et la pensée est arrivée. Quelqu'un va mourir. Pas un avertissement rationnel. Pas un truc que j'aurais pu justifier. Juste cette phrase qui s'est imposée dans ma tête, comme si elle venait de l'extérieur. J'ai même posé mes couverts tellement la sensation m'avait retourné. J'ai passé le reste du repas à essayer de me raisonner. Je me disais que c'était juste du stress, ou un mauvais pressentiment sans fondement. J'ai dormi avec cette impression collée au fond du ventre, en espérant que ce soit une crainte qui s'évaporerait au réveil. 2 jours plus tard, j'ai vu les infos. Une fusillade à Alexandria, juste à côté de Cold Spring. Un endroit où je suis passé des dizaines de fois. Une tragédie qui avait frappé à quelques minutes du restaurant où j'avais eu ce frisson. Quand j'ai vu le nom de la ville s'afficher, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était exactement ce que j'avais craint, même si je ne l'avais pas formulé clairement. La sensation, la pensée, l'endroit, tout s'alignait d'une manière qui m'a glacé. Depuis une dizaine d'années, mes rêves ont suivi un schéma étrange. À intervalles irréguliers, je me retrouve plongé dans des scénarios où je me vois mourir. Parfois c'est un accident, parfois une situation absurde, parfois quelque chose de complètement banal qui dévie soudain. À chaque fois, le rêve est très clair, comme si mon cerveau me projetait dans une version précise d'un futur possible. Le plus troublant, c'est ce qui se passe par la suite. Quelques semaines, parfois quelques mois après ce type de rêve, je me retrouve exactement dans la même situation que celle que j'ai vue pendant mon sommeil. Même décor, même ambiance, même geste, parfois les mêmes personnes. Je reconnais tout d'un coup le moment, comme si une scène se rejouait. Et pourtant, rien ne se passe. Je ne meurs pas. Il ne m'arrive rien. Je vis la scène jusqu'au bout, puis elle se dissipe et la journée continue normalement. C'est arrivé tellement souvent que je n'arrive plus à considérer ça comme une simple coïncidence. C'est devenu une sorte de motif récurrent dans ma vie. Une anticipation, une répétition silencieuse qui ne mène à rien. Une sorte d'écho à quelque chose qui n'existe pas. Mais il y a une autre variante, beaucoup plus déstabilisante. De temps en temps, je ne rêve pas du tout de ma mort. Aucune mise en scène nocturne. Aucun avertissement. C'est précisément dans ces périodes-là que quelque chose de vraiment mauvais arrive dans ma vie réelle. Pas fatal, mais jamais anodin. Un accident, un événement dur, une mauvaise nouvelle. Toujours dans des moments où je n'ai eu aucun rêve de mort. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer ce contraste étrange.
Comme si mes rêves étaient une sorte de signal, une déviation, une version parallèle de ma vie qui absorbe le choc à ma place. Et quand ce signal n'apparaît pas, la version que je vis en prend le poids. Je n'ai aucune explication rationnelle à ça, et je n'essaie même plus vraiment d'en chercher une. La sensation est simplement là, familière maintenant. Une impression que mon esprit est connecté à d'autres versions de moi, dans d'autres chemins possibles, comme si ces rêves venaient d'endroits qui n'existent que pendant la nuit. Je me retrouve parfois à penser que chaque rêve où je meurs correspond à un « moi » qui vit cette scène ailleurs, et que ma conscience la capte comme un écho avant que la vraie journée arrive. Je ne peux évidemment rien prouver, et c'est peut-être juste la façon dont mon cerveau gère certaines angoisses. Mais même si je me raisonne, la sensation reste. Une sorte de fil invisible entre plusieurs versions de la même vie. Une impression de glissement entre des possibles qui ne se concrétisent jamais ici. Et chaque fois que ça recommence, je reconnais immédiatement ce sentiment étrange, comme si une partie de moi avait déjà vécu la scène ailleurs. J'étais en cours de géographie aux Pays-Bas, concentré et en train de suivre la leçon intéressante de mon super prof. Il y avait quelqu'un assis à côté de moi et 2 camarades devant nous. Tous écoutaient simplement le professeur, ainsi qu'une trentaine d'autres élèves répartis dans la salle. Le prof me pose une question de géographie et je commence à répondre. Toute la classe me regarde pendant que je parle. Je parle de la Terre, des climats, blablabla. Tu vois le genre. Et c'est là que le truc bizarre arrive. La fille devant moi, qui me regardait pendant que je répondais, voit quelque chose se produire dans l'espace vide entre nous. À environ la hauteur des yeux. C'est très difficile à décrire mais je vais essayer. De rien du tout, une sorte de flash blanc très lumineux, d'environ 10 cm de diamètre, apparaît. Ça fait un bruit étrange, une sorte de grincement, un peu comme quand on frotte 2 morceaux de polystyrène ensemble. Ça ne ressemblait pas du tout à de l'électricité ou autre chose de familier, c'était complètement différent. La seule comparaison que je peux faire, c'est un moment dans Harry Potter à l'école des sorciers, quand Hermione répare les lunettes de Harry. Ce qui sort de sa baguette dans cette scène ressemblait un peu à ça, mais en plus petit. À ce moment-là, je me dis que je suis peut-être en train de faire un AVC. Ce truc est apparu juste devant mon visage, visible pour tout le monde. Ça a même laissé une sorte de fumée derrière. Et ça bougeait comme si ça changeait de forme en continu. Je suis resté figé et j'ai demandé, c'était quoi ce truc, vous avez vu ça? Les personnes autour de moi, y compris le prof, étaient choquées et demandaient ce que c'était. Tous ceux qui étaient près de moi l'avaient vu. Une odeur très douce est restée dans l'air pendant des semaines après, ce qui rendait tout encore plus étrange. On était tous complètement déconcertés, puis on a fini par passer à autre chose. Mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, à repenser à ce que ça pouvait être. Surtout parce que plusieurs personnes en avaient été témoins. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça pourrait être? Merci d'avance. Je serais ravi de répondre à vos questions pour clarifier certains détails. Plus jamais rien de ce genre ne m'est arrivé. J'étais dans la fin de mon adolescence quand cette scène m'est arrivée, et encore aujourd'hui elle reste l'un de mes souvenirs les plus dérangeants. C'était un matin ordinaire, un de ceux où on se réveille sans vraiment vouloir sortir du lit. Je me souvenais entendre mon père dans le salon, en train de s'affairer comme d'habitude. Il y avait cette tranquillité familière dans la maison. Je n'avais pas encore retiré la couverture de mon visage, je me contentais de m'étirer un peu en profitant de la chaleur du lit et de la lumière filtrée. C'est précisément dans ce calme-là que quelque chose a commencé à changer. J'ai senti un poids sur le matelas. Une pression légère au début, comme si quelqu'un posait une main. Puis la sensation s'est déplacée, plus lourde, de manière régulière, comme si une forme montait sur le lit à 4 appuis. À chaque mouvement, le matelas s'enfonçait sous la masse et revenait lentement en place. Je pouvais sentir chaque déplacement, chaque centimètre gagné. Je savais que mon père était de l'autre côté de la maison. Je savais qu'il n'y avait personne à côté de moi. Pourtant, les ressorts du matelas grinçaient comme si quelqu'un, ou quelque chose, avançait au-dessus de moi.
La cadence de ses mouvements donnait l'impression qu'une silhouette entière me surplombait, les bras et les jambes posés de chaque côté de mon corps sous la couverture. Et dans ma tête, la seule image qui s'est imposée était celle d'une créature que j'avais toujours trouvée terrifiante. Pas un humain. Pas un intrus. Une sorte de loup humanoïde, un mélange impossible entre ce qu'on lit dans les vieux contes et ce que l'imagination fabrique quand on a encore un pied dans le sommeil. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas respirer comme il faut. Mon corps entier était figé. Le pire n'était pas la sensation de poids. C'était la respiration. Une respiration lourde, juste au-dessus de moi, décalée, comme si une gueule se rapprochait de ma tête à travers la couverture. Pas un souffle rapide, pas un souffle humain. Un souffle lent, régulier, profondément animal. J'essayais de crier pour appeler mon père, mais aucun son ne sortait. J'essayais de bouger un doigt, n'importe quoi, mais mes muscles refusaient de répondre. Je me sentais cloué dans mon propre corps, obligé d'écouter ce souffle qui résonnait dans le lit, obligé d'attendre que ça passe. Puis, aussi soudainement que c'était arrivé, la sensation a cessé. Le poids a disparu. Le matelas a cessé de bouger. Le silence est revenu, d'un coup, si brutal que j'ai mis plusieurs secondes à comprendre que je pouvais respirer librement. Quand j'ai enfin réussi à bouger, j'ai arraché la couverture de mon visage et la pièce était vide, exactement comme elle aurait dû l'être. J'ai gardé une peur profonde de ces créatures imaginaires à partir de ce jour-là. Je peux regarder des films d'horreur de n'importe quel genre, dévorer des histoires surnaturelles, rire des monstres les plus grotesques, mais je refuse encore aujourd'hui de regarder un film qui met en scène un loup humanoïde. Même les affiches me mettent mal à l'aise. Une nuit, quand on était encore gamin, on est rentré très tard d'une sortie au lac. Tout le monde était épuisé, au point que je ne me souviens même plus du trajet du retour. Pour une raison que j'ai oubliée depuis, j'ai fini par passer la nuit chez mes grands-parents, juste en face de chez nous. Leur maison sentait toujours un mélange de savon et de vieux bois, et la petite chambre d'amis était presque trop silencieuse. Je me rappelle m'être glissé dans le lit, la tête sur l'oreiller un peu trop ferme, en me disant que j'allais sûrement mettre un moment à m'endormir parce que j'étais encore tout excité du week-end. Je regardais le plafond, je sentais encore la chaleur de la journée, et j'ai cligné des yeux. C'est tout. Je les ai fermés une seconde. Et quand je les ai rouverts, il faisait plein jour. Pas de rêve. Pas de transition. Pas ce moment flou où on sent son corps émerger du sommeil. Pas même cette sensation un peu lourde du matin. C'était comme si le temps avait sauté. Comme si la nuit entière n'avait duré qu'une fraction de seconde. J'ai relevé la tête, parfaitement réveillé, avec cette impression étrange d'avoir manqué quelque chose. Le soleil entrait déjà par la fenêtre, j'entendais mes grands-parents parler dans la cuisine, et pourtant j'avais encore en mémoire la sensation de la chambre plongée dans le noir, comme si rien ne s'était passé entre les deux. Je sais qu'on peut dormir profondément quand on est enfant, mais ce moment-là est resté gravé dans ma mémoire. Juste un battement de paupières, et toute une nuit avait disparu. C'est peut-être normal, mais à mes yeux, ça reste l'un des moments les plus étranges de mon enfance. Je roulais sur l'autoroute aujourd'hui, un trajet banal comme j'en fais tout le temps, jusqu'au moment où quelque chose d'absolument improbable est apparu dans mon champ de vision. Le ciel était couvert, très sombre, avec cette lumière lourde qui donne déjà une ambiance étrange à tout ce qu'on regarde. On sentait presque l'air devenir plus silencieux que d'habitude, comme si quelque chose planait dans l'atmosphère. C'est là que je l'ai vu. Un type, en plein milieu du bord de la route, en train de marcher, à reculons. Pas juste faire quelques pas maladroits, ni reculer pour vérifier quelque chose. Il avançait vraiment à l'envers, lentement, comme s'il était en train de jouer une scène qui n'appartenait à aucune logique. Ses mouvements étaient trop fluides pour qu'il soit ivre, trop lents pour qu'il soit pressé, trop réguliers pour que ce soit un accident. La scène avait un côté tellement irréel que j'ai cru un instant que mon cerveau me jouait un tour. J'ai fixé la route une seconde de trop,
en me demandant si je n'avais pas imaginé ce que je venais de voir. Le contraste entre le ciel menaçant et ce type qui bougeait comme s'il sortait d'un film filmé à l'envers me donnait l'impression d'avoir glissé dans un de ces moments où la réalité se comporte bizarrement. J'ai fini par tourner la tête vers ma sœur, un peu hésitant, presque inquiet de la réponse que j'allais obtenir. Je lui ai demandé si elle voyait la même chose. Elle m'a regardé, puis elle a regardé par la fenêtre et a eu le même petit sursaut que moi quand elle a repéré le gars. Elle m'a confirmé qu'elle le voyait aussi, exactement comme je le décrivais. Ça ne durait que quelques secondes, mais l'ambiance du moment restait suspendue. Le ciel lourd, l'autoroute avec son bruit constant, et ce type qui marchait à reculons en plein jour comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je me suis réveillé d'un rêve étrange où un renard me grognait dessus. Ensuite, je suis allé chercher quelque chose dans mon placard et je suis tombé sur mes souvenirs sur le thème du renard. J'enseignais l'anglais au Japon. Je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence, rien de spécial. Je suis allé travailler ce jour-là et le thème de la leçon était les animaux. J'ai mis toutes les cartes illustrées au tableau et avant même de commencer, je te jure que la carte du renard est tombée et a glissé vers un enfant. À ce moment-là, je me suis figé et j'ai eu l'impression immédiate qu'on me mettait en garde ou que l'univers essayait de me dire quelque chose. Il n'y avait aucune fenêtre ouverte et toutes les cartes avaient des aimants derrière. J'ai réfléchi à tout ça et j'ai cherché des informations en ligne. Je suis tombé sur des articles à propos des animaux guides spirituels. Je n'y croyais pas vraiment, mais je trouvais ça intéressant. Il était écrit que je recevais probablement un avertissement à propos de quelqu'un. J'ai oublié cette histoire un moment, jusqu'à ce que je revoie un ancien amour, j'étais justement en train d'essayer de tourner la page, et qu'il mentionne quelque chose à propos d'un renard. Là, j'ai compris que c'était de lui que l'univers essayait de me protéger. Bref. Pendant mes derniers jours au Japon, je me promenais dans l'un de mes endroits préférés, au bord d'une forêt. Devine ce que j'ai vu. Un vrai renard sauvage. Je ne crois pas entièrement à ce genre de choses, mais ça continue de me mettre mal à l'aise et ça m'a poussé à faire attention aux coïncidences dans ma vie. Et en voilà une autre. Je vivais dans une petite ville au Japon. La probabilité de rencontrer quelqu'un venant de cet endroit ailleurs dans le monde est extrêmement faible. Maintenant je travaille dans une grande ville dans un autre pays, et ils viennent d'embaucher une fille qui vient exactement de cette petite ville pour travailler avec moi. J'essaie encore de comprendre ce que ça pourrait signifier. Ça me rappelle une dernière chose. Mon premier chien, que j'avais depuis environ 12 ans, est mort. Je me sentais horrible et je me blâmais de ne pas m'en être assez bien occupé. Je me suis rongé avec ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse un rêve d'elle. Dans le rêve, je me réveillais et sortais dehors pour la trouver assise exactement à l'endroit où j'aurais voulu l'enterrer si mon jardin avait été assez profond. Elle était juste assise là, en train de me regarder et de sourire, comme les chiens savent le faire. Le rêve était très paisible, tout était lumineux et elle était assise sur de la terre fraîchement retournée. Normalement, il y avait de l'herbe à cet endroit. J'ai senti que c'était sa façon de me pardonner. J'ai déjà eu une conversation entière avec quelqu'un que je croyais connaître, et encore aujourd'hui je ne comprends pas comment j'ai pu être autant à côté de la réalité. À l'époque, il y avait une fille qui me plaisait énormément. On se parlait un peu, jamais assez pour que je comprenne si elle me voyait juste comme un ami ou si quelque chose d'autre était possible. Un soir, je reçois un message venant d'un numéro que je pensais être le sien. Rien d'extraordinaire au début, juste une discussion légère qui démarrait comme si on reprenait une conversation déjà ouverte. Puis la discussion s'est mise à devenir de plus en plus personnelle. On parlait d'attirance, de sentiments, de ces choses qu'on n'avoue pas toujours. Et à un moment, ça a basculé dans un échange plus intime, le genre de conversation où on laisse tomber toutes les hésitations parce qu'on croit enfin être sur la même longueur d'onde. Pendant 30 minutes, je me suis dit que j'avais simplement eu la chance que la vérité sorte toute seule, sans que je doive forcer quoi que ce soit. Je me souviens encore de l'excitation que j'avais en posant mon téléphone. Pour la première fois, j'étais persuadé que la fille que j'aimais m'aimait en retour.
Je n'avais pas l'impression d'avoir rêvé, rien dans la conversation ne sonnait faux. Le lendemain, je suis allé la voir, sûr de moi. Je lui ai dit qu'on avait parlé longuement la veille. Elle m'a regardé sans comprendre, puis elle m'a dit qu'elle n'avait rien envoyé du tout. Pas un message. Pas un appel. Rien. C'est là que j'ai regardé mon téléphone et que j'ai réalisé que le numéro n'était pas le sien. J'avais parlé pendant une demi-heure avec une personne totalement inconnue, quelqu'un qui avait exactement la même manière de parler qu'elle, quelqu'un qui avait embarqué dans la conversation sans jamais se rendre compte qu'on s'était trompés tous les deux. Le plus fou, c'est que la personne au bout du fil était un gars. Il n'a jamais dit son nom, et moi j'étais tellement persuadé de savoir à qui je parlais que je n'ai rien remis en question. La conversation s'était déroulée comme si on se connaissait depuis longtemps. Je ne sais pas ce que ce type a pensé après avoir raccroché. Peut-être qu'il a cru à un numéro envoyé par erreur. Peut-être qu'il s'est juste dit qu'il avait passé une bonne soirée sans chercher plus loin. Il n'avait aucune raison de comprendre que je croyais parler à quelqu'un d'autre. En tout cas, celui qui a profité de ce moment, c'est lui. Il a eu une conversation intime et inattendue avec quelqu'un qui croyait confier des sentiments réels. J'avais 18 ans et je bossais à Taco Bell à temps plein. Les week-ends libres étaient quasiment impossibles à obtenir, ce qui posait un énorme problème parce que mes amis et moi voulions partir voir une série de concerts sur 3 jours. Rien d'important, juste ce genre de petites aventures qui comptent beaucoup à cet âge-là. Alors j'ai fait ce que font beaucoup trop d'ados stupides et persuadés d'être malins. J'ai appelé le boulot et j'ai raconté que ma tante qui vivait à Boston était très malade et qu'il fallait absolument que je parte la voir. Elle avait 98 ans, donc ça paraissait crédible. Ils m'ont laissé les jours dont j'avais besoin. Puis je me suis dit que si je voulais prolonger un peu le séjour, il fallait aller plus loin dans le mensonge. Le matin même du départ, j'ai rappelé et j'ai dit qu'elle venait de mourir. J'étais tellement dans mon rôle que même moi, j'aurais presque cru à ma propre histoire. Résultat, on m'a donné le temps nécessaire pour le voyage et les funérailles. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour discuter, sans du tout penser à ce que j'avais raconté. C'est mon père qui a décroché, et quand j'ai demandé à lui passer ma mère, il m'a répondu qu'elle n'était pas d'humeur, parce que la nouvelle venait de tomber. La tante. Celle de Boston. La même dont j'avais inventé la mort la veille. Elle venait réellement de mourir ce matin-là. Je suis resté silencieux un long moment, incapable de dire si la vie était en train de me punir ou de me faire une mauvaise blague. Je n'avais jamais imaginé que mon mensonge allait se retrouver synchronisé au millimètre près avec la réalité. C'était tellement improbable que j'ai cru un instant que mes parents et mon boulot avaient monté un canular monumental pour me faire peur. Mais non. La vraie nouvelle était tombée exactement 24 heures après la fausse. Mes amis me charrient encore aujourd'hui en disant que j'ai tué ma tante juste pour aller applaudir All Time Low. Je ris, mais intérieurement je me souviens encore de la sensation glaciale que j'ai eue ce jour-là quand j'ai compris ce qui venait d'arriver. Plus tard, ma grand-mère a plaisanté en disant que, si jamais on avait vraiment besoin d'un motif pour manquer un événement, on pourrait toujours utiliser sa fausse mort comme excuse. Je n'ai jamais osé le faire. Cette histoire m'a servi de leçon définitive. Depuis ce week-end-là, je n'ai plus jamais menti pour obtenir un jour de congé. En fait, rien que l'idée me met mal à l'aise. L'univers m'a déjà montré une fois à quel point il pouvait répondre littéralement à une mauvaise excuse. Je travaillais dans une station balnéaire au Texas, dans un hôtel en bord de mer. Mon rôle de ousement consistait à réapprovisionner les femmes de ménage, récupérer les sacs de linge et vider les poubelles des chambres inoccupées. C'était une routine bien rodée, et je connaissais chaque couloir, chaque étage, presque chaque odeur des lieux. Rien ne m'avait jamais surpris jusque-là. Un jour, j'ai ouvert la porte d'une chambre comme d'habitude. À peine un pied posé à l'intérieur, quelque chose m'a frappé. Une sensation de peur pure, mais sans panique, sans réflexe de fuite. C'était une peur calme, étrange, comme si elle ne venait pas de moi. Mon corps marchait, mais mon esprit avançait dans une sorte d'état second.
Je n'avais pas l'impression d'être en danger, juste l'impression que je n'avais aucune influence sur ce qui se passait. Je suis entré plus loin dans la pièce. Tout semblait normal au premier regard, pourtant quelque chose me forçait à continuer à avancer. Mes yeux voyaient parfaitement, j'arrivais à distinguer chaque meuble, chaque détail, mais au centre de la pièce, devant le placard, il y avait une forme. Une masse sombre, large, posée là où rien n'aurait dû être. J'essayais de comprendre ce que je regardais, mais c'était comme si mon cerveau refusait de reconnaître l'objet. Pas un flou, pas un mirage. Une présence réelle, tangible, mais impossible à identifier. Je ne ressentais toujours aucune panique. Seulement cette impression étrange que je n'avais pas le choix. Comme si la scène ne dépendait plus de moi. Alors, au lieu de m'approcher ou de sortir, je me suis tourné vers la chambre attenante, je me suis assis sur le lit et je suis resté là. Je ne pensais à rien. Je n'essayais pas de comprendre. Je restais juste assis, figé dans une sorte de calme forcé. Quand je me suis levé et que je suis sorti de la chambre, tout s'est dissipé en un instant. La peur, la torpeur, cette sensation d'être observé. Toute cette tension s'est évaporée comme si elle n'avait jamais existé. J'ai regardé l'heure et 2 heures s'étaient écoulées. 2 heures entières dont je n'avais aucun souvenir clair. Comme je n'avais rien fait dans cette chambre, j'y suis retourné un peu plus tard avec les femmes de ménage. J'étais presque certain que quelque chose serait encore là, que j'allais retrouver cette présence ou cette masse indescriptible. J'ai ouvert la porte. Tout était absolument normal. Rien devant le placard. Pas d'ombre étrange. Pas d'objet déplacé. Juste une chambre ordinaire, identique à toutes les autres. On était au lycée quand on a fait cette sortie scolaire où on devait se déplacer en vent de 15 places. C'était le genre de trajet bruyant, avec des discussions, de la musique sur des écouteurs partagés, et cette agitation typique d'un groupe d'adolescents excités à l'idée d'échapper au cours pour une journée. À un moment, quelqu'un a dit qu'il devait absolument aller aux toilettes. Le chauffeur et la chaperonne ont accepté de faire un arrêt, alors on est entré dans une station-service. Certains ont filé au fond du magasin pour acheter des boissons, d'autres sont allés se dégourdir les jambes, et quelques-uns attendaient devant les frigos en cherchant quoi prendre. Rien n'avait l'air anormal. Les néons bourdonnaient comme dans toutes les stations, l'odeur de café brûlé flottait près du comptoir, et le caissier avait l'air perdu dans sa routine. Tout était parfaitement banal. Puis, sans prévenir, notre chaperonne a débarqué à l'intérieur du magasin en criant qu'on devait partir immédiatement. Pas un « on y va dans 2 minutes », pas un « dépêchez-vous ». C'était un ordre paniqué, urgent, presque primal. Elle ne nous laissait même pas le temps de payer ce qu'on tenait en main. Elle répétait qu'il fallait partir tout de suite, qu'il fallait monter dans le van, maintenant, sans poser de questions. Sa voix tremblait. On l'avait déjà vu agacé ou stressé en voyage scolaire, mais jamais dans cet état. Alors on a obéi. Tout le monde s'est précipité dehors, certains sans rien comprendre, d'autres en la regardant avec une inquiétude silencieuse. On est monté dans le van et on a refermé la porte. Le moteur a démarré. On venait à peine de quitter la station, même pas 30 secondes plus tard, quand une voiture est arrivée à toute vitesse. 2 types en sont sortis, armés, masqués, et ont couru droit vers la porte du magasin. Sans le moindre doute, ils venaient pour braquer la station. On a regardé la scène depuis la route, encore sous le choc du timing. On avait quitté les lieux juste avant que tout ça se produise. Sans la panique soudaine de notre chaperonne, on aurait été devant les rayons, à 2 mètres des armes. Une fois qu'elle s'est calmée un peu, elle nous a simplement dit qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Pas une information, pas un signe. Juste une sensation immédiate, écrasante, qui l'avait convaincue qu'on devait partir. Elle ne savait pas expliquer comment ni pourquoi. Seulement que quelque chose allait se produire, et qu'on devait sortir de là. On ne l'a jamais vue réagir comme ça à un autre moment de l'année. Mais ce jour-là, elle a eu une intuition si forte qu'elle nous a sortis de là juste avant que 2 hommes armés entrent pour commettre un braquage.
J'allais souvent dans ce café, au point que j'aurais pu y entrer les yeux fermés en reconnaissant l'odeur du café avant même d'ouvrir la porte. Derrière l'établissement, il y avait un petit parking que je privilégiais toujours, histoire d'éviter de me garer sur le bord de la route qui y mène. Ce jour-là, j'y suis rentré sans réfléchir, comme d'habitude. J'ai garé ma voiture et commencé à marcher vers l'entrée. Juste avant de tourner au coin du bâtiment, quelque chose a attiré mon attention. Un alignement. Une répétition tellement nette que j'ai dû m'arrêter. En regardant la route qui menait au café, j'ai vu environ 10 voitures garées les unes derrière les autres, parfaitement alignées et absolument identiques. Même marque. Même modèle. Même couleur. Même année, du moins à première vue. C'était tellement improbable que j'ai d'abord cru à une illusion. Je me suis avancé d'un pas. Rien n'avait changé. 10 voitures strictement identiques, alignées comme si quelqu'un les avait disposées là pour un tournage ou une mise en scène. Pas un seul véhicule différent au milieu. Pas une variation dans les teintes. Pas même une différence dans l'état apparent. Je suis resté un moment à regarder la scène, incapable de décider si c'était amusant, étrange ou carrément malaisant. Au bout d'un instant, j'ai repris mon chemin et je suis entré dans le café. À la caisse, j'ai demandé mon café habituel, puis sans pouvoir me retenir j'ai demandé s'il y avait un événement spécial. Une marque qui aurait organisé quelque chose dans le coin. Un problème d'accès au parking. N'importe quoi qui aurait pu expliquer cette étrange ligne de clones sur la route. Ils m'ont regardé comme si j'étais en train de chercher un problème là où il n'y en avait pas. Ils m'ont assuré que non, rien de particulier. Pas de rassemblement, pas d'emplacement bloqué, pas de réservation de groupe. Juste les clients du jour. J'ai eu ce moment de silence où je me suis demandé si j'avais rêvé ce que je venais de voir. Pourtant, j'étais certain de l'image. Je l'avais sous les yeux quelques minutes plus tôt. Une file entière de voitures identiques. En sortant, je me suis retourné pour vérifier à nouveau. Les voitures étaient toujours là, parfaitement alignées, immobiles sous la lumière grise de l'après-midi. Rien n'avait changé. Je me souviens avoir pensé que je devais absolument prendre une photo. Je l'ai faite, rapidement, presque comme une preuve contre mon propre cerveau. Je me suis dit que je la regarderais plus tard pour être sûr de ne pas m'être inventé quelque chose. Je n'ai jamais vraiment considéré cette histoire comme quelque chose de sinistre, mais plutôt comme une coïncidence tellement précise qu'elle m'est restée en tête pendant des années. En 1997, j'avais une petite copine rencontrée en ligne. C'était l'époque des connexions lentes, des salons de discussion, et de ces relations adolescentes qui se construisaient autour de quelques messages écrits avec la sensation de découvrir un monde entier. Quand on a fini par rompre, je me suis mis à associer une chanson à elle, sans raison particulière. One Headlight des Wallflowers. C'était juste la bande-son qui tournait dans ma tête à chaque fois que je pensais à cette histoire. Des années ont passé. On a suivi nos vies chacun de notre côté. Puis, en 2009, on a finalement décidé de se rencontrer en personne pour la toute première fois. Pas par nostalgie, pas par romance, juste deux adultes qui voulaient enfin voir en vrai quelqu'un qui avait marqué une période étrange de leur adolescence. On s'est assis dans un bar pour commander quelque chose. Je me souviens encore du moment où j'ai levé les yeux vers elle, juste avant que la serveuse n'arrive. Et à cet instant précis, la chanson a commencé à jouer. One Headlight. La même. Celle que j'avais depuis plus de 10 ans associée à elle. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton au moment exact où je la regardais pour la première fois en vrai. On s'est échangé un petit regard, un de ceux qui disent « Ok, ça, c'est bizarre », mais on n'a rien commenté. On a juste laissé la musique continuer. C'était déjà assez étrange comme ça, pourtant ce n'est pas le seul truc bizarre auquel je repense en lien avec elle, ou avec cette période. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu ce souvenir flou d'un avion qui s'écrasait à San Diego. Je visualise la scène, pas de manière graphique, mais comme un souvenir que j'aurais vu aux infos ou entendu dans la maison. Sauf que l'accident auquel j'ai toujours associé ce souvenir, PSA Flight 182,
s'est produit quand j'avais 10 mois. Je ne pouvais pas en avoir gardé une mémoire consciente. Pourtant j'ai ce fragment très net qui existe dans mon esprit, presque comme si je l'avais réellement vécu. Une autre fois, quand j'étais enfant, j'étais au McDonald's avec ma mère. Je me souviens avoir dit « J'entends des coups de feu ». Elle s'est retournée vers moi, surprise. D'après ce que j'ai appris plus tard, il y avait effectivement une fusillade dans les maisons à côté au même moment où j'ai prononcé ces mots. Je n'avais jamais entendu de tir de ma vie, ce n'était pas quelque chose de courant dans mon quartier, et personne autour de nous n'avait réagi, comme si le bruit ne traversait pas la façade. En grandissant, j'ai souvent eu des sensations de déjà-vu avant mes 20 ans. Pas seulement la simple impression familière que tout le monde connaît. Parfois, c'était comme si j'avais une seconde d'avance. Je savais ce que quelqu'un allait dire. Je pouvais décrire mentalement la suite d'un moment avant qu'il se produise. Il y avait même des scènes simples, comme des voitures qui passaient ou des gestes anodins, que je pouvais anticiper avec une précision étrange. Ça ne marchait pas à tous les coups, heureusement, sinon ma vie aurait été encore plus déroutante. Mais ça arrivait assez souvent pour que je le remarque. Avec le temps, tout ça s'est dissipé. Les déjà-vus se sont calmés, les intuitions aussi. Il reste juste ces souvenirs bizarres, ces petites anomalies dans ma mémoire, et ce moment improbable dans un bar où une chanson a décidé de se jouer exactement au moment où elle n'aurait pas dû. Rien d'effrayant. Juste ces petites fissures dans le quotidien qui te font te demander si la réalité n'a pas parfois ses propres manières de faire des clins d'œil. Je suis diabétique de type 1 et j'étais sujet aux crises d'épilepsie quand j'étais plus jeune, jusqu'à environ 20 ans. Les crises arrivaient toujours au petit matin, donc la plupart du temps, quand ça se produisait, mes parents m'entendaient tomber et pouvaient m'aider jusqu'à ce que je reprenne connaissance. Mon corps pouvait bouger mais je n'étais jamais conscient juste avant la crise, donc c'était très similaire à du somnambulisme tout en étant éveillé. Une fois, je me suis réveillé, je suis descendu et je me suis allongé dans un fauteuil, avec mon dos appuyé sur un accoudoir et mes jambes posées sur l'autre, ce qui mettait mon corps en forme de V. Puis la crise a commencé. Cette fois-là, j'ai vomi, mais à cause de la position de mon corps, j'ai commencé à m'étouffer avec mon propre vomi et je ne pouvais plus respirer en pleine crise. D'une façon ou d'une autre, je me suis réveillé seul dans le salon, allongé sur le sol, mais mon corps était sur le côté exactement comme on enseigne à placer quelqu'un d'ivre pour éviter qu'il s'étouffe avec son vomi. Quand je me suis levé, j'étais entouré de mon vomi, de mon urine et de mes excréments parce que j'avais manqué tellement d'oxygène que tous mes muscles s'étaient relâchés. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le mouvement ou la force de la crise m'avait fait rouler hors du fauteuil et me retrouver parfaitement sur le côté, libérant ma gorge du vomi. Personne n'avait rien entendu à l'étage, tout le monde dormait encore. Mes parents ou ma sœur auraient pu me retrouver mort sur le sol si ce n'était pas pour cet accident improbable. Parfois, ça me fait encore croire qu'il y a quelque chose de plus grand, et je suis toujours reconnaissant d'être encore là. Ma grand-mère a une histoire qu'elle raconte parfois, et à chaque fois, l'ambiance change un peu dans la pièce. Ce n'est pas une histoire terrifiante, juste l'un de ces moments où la réalité fait quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. C'était avant ma naissance. Mon grand-père s'apprêtait à aller faire quelques courses. Comme d'habitude, il a demandé à ma grand-mère ce dont elle avait besoin qu'il ramène. Elle était dans une autre pièce et lui a répondu depuis l'encadrement de la porte, la voix parfaitement claire. Elle lui a donné la liste, il a dit qu'il reviendrait vite, puis il est parti. Rien de plus normal. Sur le chemin du retour, alors qu'il longeait les maisons de leur quartier, il a vu quelqu'un marcher en sens inverse. C'était ma grand-mère. Elle revenait tranquillement d'une visite chez une amie, un sac à la main, l'air de quelqu'un qui avait passé l'après-midi ailleurs. Il s'est arrêté net. Elle lui a souri comme si tout était normal. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, pensant qu'elle avait oublié quelque chose ou qu'elle était partie entre-temps. Mais elle lui a expliqué qu'elle avait été chez son amie toute la journée et qu'elle venait juste de rentrer. Quand il lui a raconté que quelques minutes plus tôt, elle lui avait répondu depuis la maison, depuis une pièce où elle n'était pas,
Elle a cru qu'il plaisantait. Pourtant, il était absolument certain de l'avoir entendu. Pas un murmure. Pas un écho. Sa voix, à la bonne distance, avec le ton qu'elle aurait utilisé à la maison. Et le plus étrange, c'est qu'elle se souvenait parfaitement de l'heure où elle était encore chez son amie. Elle ne pouvait pas être rentrée pour repartir aussitôt. Elle n'était tout simplement pas là au moment où il lui avait parlé. Ils n'ont jamais trouvé d'explication. Ils ont juste rangé cette histoire dans la catégorie des moments bizarres qu'on ne peut pas expliquer, et qui restent dans la famille comme une sorte de petite anomalie qu'on évoque avec un mélange d'incompréhension et de curiosité. Ma grand-mère ne l'explique toujours pas. Elle dit juste qu'il y a eu un instant où deux versions d'elle semblaient exister en même temps, et que l'une d'elles a répondu à mon grand-père derrière une porte où elle n'était pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.